Bonjour à tous et bienvenue dans Quid, l'émission qui questionne le jeu de rôle en dehors de son territoire. Je me suis dit que vu qu'il faisait beau, là les jours commencent à renaître un peu, c'était l'occasion de faire des plans en plein air et je vais essayer de régulariser ça tant qu'il fait beau, tant que je n'ai pas à mettre une doudoune pour enregistrer. Aujourd'hui on va parler de plomb qui se change en or, vous avez compris, c'est l'alchimie. Aux origines de l'alchimie, il faut se rendre compte qu'il y a l'appropriation grecque des pensées égyptiennes. Et aux origines même de cette alchimie, en Égypte antique, c'est avant tout un savoir-faire artisan. L'art de l'orfèvrerie aurait donné naissance à des méthodes pour donner l'illusion de l'or ou de l'argent. Rapidement, ces recettes sont reprises chez les Grecs, accompagnées d'une métaphysique et du secret. Les fondements de l'alchimie reposent sur une croyance de la possibilité de transmuter des matériaux pauvres en des matériaux nobles, notamment à l'aide de la pierre philosophale. Cependant, il faut garder absolument à l'esprit que cette pierre philosophale n'est pas automatiquement un objet, une pierre en soi, mais peut être également quelque chose de purement spirituel, l'accomplissement d'une âme, par exemple. Parlons d'abord de l'hermétique, qui cache les secrets alchimiques, car malgré quelques volontés de vulgarisation, telles que celle de Ægidius de Valis, il est clair que l'alchimie demande un lourd travail de recherche et ne doit pas tomber entre les mains de n'importe qui. Ægidius utilise des maximes de l'Évangile pour exprimer cette volonté d'obscurité. Nous les séparons du vulgaire par un mur épais et une forte serrure. Dans son ouvrage Dialogue entre la nature et le fils de la philosophie, il éclaircit une bonne partie des symboles qui composent le vocabulaire alchimique. À travers une table des matières, un dénommé Bernardus associe des métaux à des concepts, des animaux, des états et même des créatures fantastiques. L'argent est lié au cygne, au tigre ou l'or au dragon. Il ne tient qu'à un maître de jeu inventif d'en faire l'inventaire et de constituer des liens magiques entre ces éléments. Pourquoi pas des recettes alchimiques à base d'or et de blé pour invoquer des dragons ? La force de ce tableau est d'évoquer directement un imaginaire flamboyant et un réseau de sens prédéterminés et logiques, si on cherche un peu. Les différents états de la matière y sont représentés de manière assez précise, et l'on va de la transmutation à la putréfaction en passant par la sublimation. Si cela vous intéresse, n'hésitez pas à chercher la définition dans les dictionnaires, ça vous permettra par exemple de créer des corpus de sortilèges. Comme les connaissances alchimiques sont enfermées dans des codes, la transmission orale semble primordiale, mais il reste néanmoins des écrits dont les noms de l'auteur peuvent donner une grande valeur. Démocrite écrit les Physica et Mystica et Cléopâtre aurait versé dans l'alchimie. Si vous voulez un peu pimenter vos parties, vous pouvez introduire des savoirs alchimiques en les rendant uniquement accessibles après un long scénario. Rencontrer un maître, dénicher un livre. Il faut savoir également que les personnes ennemies qui disposent de tels savoirs ont un pouvoir quasiment absolu. En effet, changer le plomb en or, ça rend quand même plutôt riche et plutôt puissant. Venons-en donc à la pierre philosophale tant qu'à faire. La pierre philosophale. La quoi ? Au Moyen-Âge, elle serait le médium capable de transformer le plomb en or. Elle serait constituée de la materia prima, l'essence du monde. L'alchimiste Geber, au 8e siècle, assimile l'objet capable de transmuter les métaux à un élixir, une substance appelée al-iksir en arabe, qui servirait de médium pour la transformation. Aussi la pierre n'est-elle peut-être pas une pierre, elle aurait pu être fragmentée et même divisée en poudre rouge. Quoi qu'il en soit, qui la possède le savoir et le pouvoir. On raconte qu'elle aurait appartenu à Nicolas Flamel ou même Albert le Grand, qui à sa mort l'aurait légué au nom des moindres saint Thomas d'Aquin, son élève. À la Renaissance, certains ouvrages mystiques comme le Mutus Liber proposent des illustrations censées représenter les étapes pour fabriquer la pierre, une sorte de gros livre de cuisine pour magiciens qui pourra, il y a quelques images là qui sont en train de circuler, vous inspirer pour créer des scénarios. Pourquoi pas un scénario par image? Essayez de l'analyser, ça peut donner quelques idées. Malgré son très grand pouvoir, la pierre philosophale n'est pas automatiquement un objet, une matière. Elle peut être également purement spirituelle. Ça sera l'occasion, dans certains scénarios, de donner un nouvel aspect moral à certains personnages. Car en effet, tous les personnages que vont créer vos joueurs vont disposer d'une certaine manière de penser. Cela permettra, le long d'une quête pour la pierre philosophale, de faire évoluer la pensée, la morale, et peut-être même la réflexion sur le monde des personnages. Pourquoi ne pas saupoudrer également quelques éléments mythologiques ou des découvertes absolues sur l'univers de votre jeu? À vous de décider. L'alchimie. C'est quoi? C'est quoi? Putain, c'est quoi? Pour retracer le chemin de la pierre philosophale, il est également possible d'utiliser des PNJ qui sont inspirés d'alchimistes véritables, par exemple Nicolas Flamel. Est-ce que vous saviez d'ailleurs que la maison de Nicolas Flamel est encore visitable en l'état à Paris? Enfin, en l'état, c'est un peu exagéré parce que ce n'est pas ce lieu ésotérique que l'on pourrait supposer, c'est maintenant un restaurant.
Flamel n'est autre qu'un propriétaire immobilier richissime dont la soudaine fortune a fait supposer l'utilisation de la pierre philosophale. Il est connu pour ses dons caritatifs. Des ouvrages alchimiques portent sa griffe, même si on peut supposer que le véritable auteur se cache derrière ce nom illustre. Flamel est la parfaite incarnation de ce que l'imaginaire collectif peut donner lorsqu'on parle d'alchimie. Un PNJ inspiré de sa personne pourrait être une fausse piste en direction de la véritable pierre philosophale. Et que dire des soucis encourus au regard des autorités concernant un tel savoir? Passons à un autre alchimiste. Frère dominicain et chimiste, Albert le Grand aurait pu être alchimiste. Certains disent que ce ne sont que des rumeurs. Néanmoins, sa familiarité avec le vocabulaire de l'alchimie et l'intérêt qu'il porte à cette discipline laissent supposer qu'il en était un. On lui attribue le alchimia à tort, mais certains de ses principes nous donnent une indication sur la manière d'interpréter un véritable alchimiste et de décrire son environnement direct, notamment en jeu. L'alchimiste sera discret et silencieux, il ne révélera à personne le résultat de ses opérations. Il habitera loin des hommes une maison particulière dans laquelle il aura 2 ou 3 pièces exclusivement destinées à ses recherches. Il choisira les heures et le temps de son travail, il sera patient, assidu, persévérant, il sera assez riche pour faire en toute indépendance des dépenses qu'exigent ses recherches. Il évitera d'avoir des rapports avec les princes et les seigneurs. Un personnage inspiré d'Albert le Grand sera assez discret. En effet, étant prêtre et alchimiste, il aura tendance à essayer de diviser ses deux vies de manière assez distincte. Peut-être aura-t-il un laboratoire secret caché chez lui, et peut-être essaiera-t-il également de cacher le fait qu'il est alchimiste. De cette manière, si vos PJ cherchent à l'approcher, il ne leur dira pas tout de suite qu'il est alchimiste, et même cherchera à les amener sur des fausses pistes. Mais qui croit en l'alchimie peut vite se faire avoir, et je ne vous laisserai pas sans parler du charlatanisme qui peut pimenter vos parties. Dans l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert, il est dit au sujet des alchimistes frauduleux, ces gens se font toujours payer très cher et payer d'avance leurs secrets. Qu'ont-ils besoin d'argent s'ils ont la puissance de composer les métaux? Une citation qui parle d'elle-même et nous invite à construire tout un véritable réseau de faussaires et de menteurs qui brouilleront les pistes sur la quête de la pierre philosophale. On peut prendre l'exemple d'un charlatan provençal nommé Delille, qui en 1710 aurait pourvu en lingots d'or un riche marchand. Soupçonné d'avoir la pierre philosophale, il sera enfermé par Louis XIV et sa combine sera mise à jour. Il vendait de faux lingots, une histoire à méditer et à utiliser. Voilà, Quid, c'est fini, j'espère que cet épisode vous aura plu, j'ai pris un grand plaisir à le monter et également à faire les prises de vue en extérieur. Dites-moi si cela vous convient au niveau notamment de la lumière, et également s'il y a des choses que vous pensez que je pourrais améliorer, je suis là pour ça. L'idée, c'est de progresser petit à petit. Si vous avez envie d'approfondir la question, rappelez-vous que vous pouvez aller faire des recherches sur Internet, mais sur Internet, la vérité est assez malléable, on va dire. Sinon, les ouvrages que vous pouvez feuilleter, qui sont les plus simples à mon sens, sont celui-ci. Le dialogue entre la nature et le fils de la philosophie, d'Egidius de Vadis. Petit ouvrage qu'il faut commander, il n'est pas trouvable en librairie. Et également l'encyclopédie ou le dictionnaire de la magie et des sciences occultes, qui est extrêmement complet et qui vous permettra d'accéder à toutes les connaissances d'un point de vue théorique sur ces éléments occultes, que ce soit la mystique, la religion, l'alchimie, la magie, rouge, noir, etc. Vous avez tout là-dedans. Enfin, je termine, n'hésitez pas à vous abonner avec la petite cloche, à mettre un j'aime si ça vous a plu et à commenter la vidéo. Je vous répondrai avec plaisir. À bientôt!